Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur aujourd'hui pour nous de recevoir à Tunis, dans le cadre des Journées de l'entreprise, une personnalité qui incarne depuis plus de 20 ans une voix singulière de la diplomatie française et internationale. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, poète et écrivain également, mais surtout reconnu pour ses positions fortes. Notamment, on se souvient tous de son discours historique à l'ONU pour s'opposer à la guerre en Irak. Et alors que les rapports mondiaux se recomposent, que le multilatéralisme vacille et que les pays du Sud global s'imposent sur l'échiquier, sa présence ici nous offre l'occasion rare d'avoir sa vision sur des sujets qui nous préoccupent. Monsieur de Villepin, bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer straight to the point, comme on dit. Vous revenez sur la scène politique française, 18 ans après Matignon. Le jeu médiatique, le buzz, l'influence des algorithmes, les réseaux sociaux. Comment vous trouvez cette nouvelle scène politique? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le débat des idées? Le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. À la fois la géopolitique mondiale, en même temps, vous avez raison, les nouvelles technologies qui changent beaucoup de choses dans la relation des responsables politiques et du citoyen. Les choses vont beaucoup plus vite, la mémoire s'est en partie effacée. Oui. Donc c'est un combat contre le temps, contre la communication aussi qui prend trop souvent le pas sur les idées, et essayer de remettre en perspective toujours, retrouver l'histoire, retrouver la géographie, retrouver la mémoire. C'est un combat de tous les jours. C'est ce que vous essayez de faire depuis votre retour? C'est ce que j'essaye de faire parce que je pense que nous ne devons pas perdre de vue l'importance des enjeux. Nous sommes dans un monde qui a beaucoup changé. L'Europe est aujourd'hui menacée par des forces identitaires, des forces populistes. Et on ne peut pas simplement se contenter de jeter l'anathème sur telle ou telle personne, tel ou tel individu, tel ou tel parti politique. C'est un combat beaucoup plus large. Et il est important que chaque citoyen puisse mesurer sa part de responsabilité, qu'il soit capable aussi de trouver dans sa vie quotidienne les antidotes face à ces algorithmes qui s'emparent de nos esprits et qui tentent à nous dicter ce que nous devons penser. Penser par soi-même, penser parfois contre soi-même. Ça fait partie des exigences d'une vie humaniste. C'est vrai que les réseaux sociaux nous cantonnent dans des bulles, au fait. Oui, dans des bulles, et surtout, elles nous enferment avec des gens qui pensent comme nous. Exactement. Et donc, elles nous confortent dans nos biais cognitifs. Et il faut être capable de retrouver ce qui est au cœur de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire l'esprit critique. Être capable de prendre de la distance, de situer, d'apprécier le mouvement des choses, et peut-être aussi de toujours faire preuve d'humanité, faire preuve de gravité face au mouvement du monde, quand le spectacle du monde tente à l'emporter sur parfois la réalité tragique. Et le spectacle du monde englobe beaucoup de choses en ce moment, vous l'avez dit dans pas mal d'interviews, donc contexte de tension, de recomposition géopolitique, et donc il y a des sujets, même s'ils ont toujours été sur le tapis, mais aujourd'hui qui sont des sujets qui divisent le plus ou qui créent le plus de polémiques, notamment la question migratoire. Donc on profite de votre venue en Tunisie pour poser une question simple, toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible d'avoir une politique migratoire structurée, humaniste, plutôt que des discussions dans des parlements sur des quotas, ce dont on a besoin cette année, l'année prochaine, etc. Est-ce que c'est encore possible ça? Malheureusement, c'est aujourd'hui parmi les sujets les plus passionnels. Et c'est dire que les réponses sont trop souvent des réponses automatiques, des réponses toutes faites, et des réponses qui visent à la surenchère. Le but étant de proposer des dispositifs toujours plus durs par rapport aux voisins pour se distinguer et attirer vers soi une partie de tel ou tel électorat. Ma conviction, c'est que les politiques migratoires, dans un monde qui est aujourd'hui frappé par les crises, sont très naturellement la conséquence de ces situations. Quand on voit la guerre se propager au Moyen-Orient, quand on voit les très nombreux conflits en Afrique, quand on voit en Asie des conflits qui nourrissent ainsi la fuite d'un certain nombre de populations, il y a là un phénomène, une escalade très mécanique. Et donc il faut être capable d'aborder ces enjeux migratoires à travers des politiques publiques, une politique d'intégration,
On ne peut pas se contenter de dire tel et tel groupe, telle et telle personne originaire de tel et tel pays pose des difficultés si l'effort n'a pas été fait. D'abord pour permettre l'apprentissage de la langue. La langue, c'est la capacité à s'adapter à une culture, s'adapter à un pays, à en comprendre les personnes. Et c'est le premier travail qui doit être fait pour ceux qui arrivent de l'extérieur. Un deuxième élément qui est très important, c'est l'intégration professionnelle. Quand des immigrés trouvent un emploi, eh bien leur insertion personnelle, familiale change alors du tout au tout. Mais il est vrai qu'il faut continuer à faire face pour maîtriser ces flux migratoires. On ne peut pas répondre à l'ensemble des demandes, mais il faut les canaliser. Et pour cela, nous avons besoin d'outils. Nous faisons face en France à la difficile question du retour des OQTF, ceux qui sont en situation d'obligation de quitter le territoire. Ça nous oblige à prendre en compte bien davantage les pays d'origine, les pays de transit, et à aider ces pays eux-mêmes à faire face à la situation d'exode, de départ d'un certain nombre de populations. Donc, ce sont des sujets complexes qu'il faut traiter au niveau national, qu'il faut traiter aussi au niveau européen, tout en étant fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire respectueux du droit d'asile, soucieux de faire en sorte que tous puissent être traités de façon humaine, accueillis et soignés quand cela l'exige. Nous devons donc être extrêmement vigilants à ce que notre propre humanité ne soit pas prise en défaut. C'est un impératif pour nos pays vis-à-vis de ces populations. Ça commencerait par quoi, selon vous, une bonne politique migratoire? Il faut commencer, parce que c'est le commencement, c'est la première action. Ce serait quoi Bien sûr, vous avez raison. D'abord, c'est la fixation de règles très claires en ce qui concerne la présence sur le territoire, la capacité d'accueil dans le domaine de l'emploi. Donc, il faut définir ces règles de la façon la plus claire et les faire respecter. La maîtrise des flux migratoires, c'est la première exigence. Et derrière, en fonction des choix qui sont faits, et il est évident qu'il faut faire des choix qui permettent de limiter les arrivées d'un certain nombre de pays, déterminer des politiques. Je vous donne un exemple. L'Europe n'est pas du tout assez active pour contribuer à trouver la paix dans un certain nombre de régions du monde. Si nous étions plus actifs pour faire en sorte que les Soudanais puissent trouver une conciliation, si nous étions plus actifs pour que les combats en Éthiopie puissent cesser ou au Congo, si les situations au Moyen-Orient étaient apaisées par le retour de la paix, eh bien ces migrations seraient infiniment moins fortes et nous aurions donc moins d'arrivants chez nous. Deuxièmement, très souvent, les migrants se déterminent par rapport à des opportunités. Prendre la situation d'un pays par rapport à un autre, et cet opportunisme, il est encouragé par les trous dans la raquette, la faiblesse de ces dispositifs. Donc c'est ce qui explique que l'Union européenne doit adopter des règles communes, des règles qui doivent être claires et adoptées par chacun des pays. Il y a pour le moment beaucoup de divisions sur ces politiques migratoires entre les différents États de l'Union européenne, ce qui explique des distorsions de trafic qui sont importants. Et puis, il faut un volet répressif beaucoup plus clair, en particulier vis-à-vis des filières de passeurs. Le trafic humain est quelque chose qui doit être combattu de la façon la plus sévère. Tous les trafics qui s'y ajoutent et qui nourrissent aussi ces trafics humains doivent être combattus de la façon la plus claire. Et cette identification de filières de passeurs, ces filières de financement de ces trafics doivent aussi, à la source, être combattues. Par ces politiques publiques mises en place, nous pouvons espérer réduire ainsi ces différentes arrivées et les traiter de façon humaine sans que cela ne crée une situation où les populismes sont nourris par ces drames et où l'on voit autour de la question migratoire, autour de la question de l'insécurité, autour de la question de l'islamisme, toute une série d'associations, toute une série d'identifications qui malheureusement créent un amalgame et créent au bout du compte la peur. Et c'est la peur qui met en péril aujourd'hui nos démocraties libérales en Europe. Alors, sans transition, comme on dit, mais pour mettre dans le contexte peut-être global, donc aujourd'hui, la transition énergétique,
la bataille des ressources, la crise climatique, c'est ce qui redéfinit aussi. Vous avez parlé aussi de fuite, peut-être on fuit un contexte climatique, entre autres. Donc c'est ce qui définit les équilibres mondiaux. Alors ces transformations, elles influencent aussi les pays du Sud. Donc quelle lecture faites-vous de cela et surtout, est-ce que des pays comme la Tunisie peuvent transformer un petit peu ces contraintes en avantages stratégiques? Allez, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez raison, nous devons faire face à des défis de la transition géopolitique, de la transition énergétique, de la transition écologique, et il faut tout faire en même temps. Ouais. Et tout cela coûte extrêmement cher quand on voit donc ce qui pèse sur les investissements d'avenir qui sont nécessaires si nous voulons rester dans le cadre de la compétition mondiale. C'est un défi absolument colossal, alors même que nos économies, et je parle en particulier pour la France, sont très endettées. Donc les choix sont extraordinairement contraints. Mais il y a une donnée nouvelle dans le monde d'aujourd'hui. La mondialisation qui était ouverte, qui était dominée par le libre-échange, a laissé place à une mondialisation de fragmentation, avec des blocs qui se constituent, et qui se constituent pour le plus souvent à travers une proximité et une solidarité géographique. Et donc il y a un ensemble aujourd'hui qui est celui de l'Europe, oui bien sûr historique, linguistique, et il y a un ensemble naturel qui est celui du Maghreb, de l'Europe, dans la continuité de l'ensemble africain et du Moyen-Orient, qui constitue justement l'espace tout à fait privilégié sur lequel nous devons travailler. D'abord parce que, en ce qui concerne les différentes filières de production, en ce qui concerne les filières commerciales, il y a là un ensemble qui a une cohérence et qui est très naturel. Donc, développer une politique de voisinage et sortir de la logique qui a pendant trop longtemps été celle du nord-sud, avec un nord qui regardait avec commisération le sud et qui pensait en termes d'aide au développement. Nous devons aujourd'hui mesurer que nous sommes des partenaires. Nous devons travailler dans un esprit d'égalité et nous devons donc développer des outils, des politiques qui sont susceptibles de nous permettre d'avancer ensemble. Et ce changement de vision, ce changement de politique doit nous amener à constater d'énormes convergences. Quand on voit la qualité en Tunisie de la formation professionnelle, des formations techniques, le développement de secteurs, par exemple des start-up technologiques, tout ceci constitue un modèle et un exemple de référence. Donc nous avons la possibilité, je rencontrais hier les entreprises qui travaillent avec l'Europe et avec la France, il y a des succès tout à fait étonnants. Des entreprises qui créent des emplois, qui ouvrent de nouveaux marchés, qui ont de l'ambition, qui ont une volonté de se développer. Donc l'avenir doit aussi être vu à travers ces réussites, à travers ces exemples, et nous devons essayer de tirer les leçons pour généraliser davantage ce qui marche et qui doit être un élément d'encouragement dans les relations entre l'Europe et le Maghreb. Le Maghreb ne bénéficie pas encore de toutes les synergies qui pourraient être, en particulier, les interconnexions qui devraient se développer à l'intérieur du Maghreb, les échanges qui devraient se développer à l'intérieur du Maghreb. Il y a encore trop de barrières, trop de limitations, mais là, il y a un marché en puissance tout à fait considérable. Et si on imagine que ces interconnexions puissent aussi se développer entre l'Europe et le Maghreb, je pense qu'il y a un bel avenir pour nous, compte tenu de ce que sera le développement de l'Afrique au XXIe siècle. En 2050, je le rappelle pour mémoire, il y aura plus de 2 milliards d'habitants et 4 milliards en 2100. Donc oui, le XXIe siècle sera africain. Oui, la bataille démographique. Aussi, alors pour rester dans ce contexte-là, donc les enjeux économiques. Alors là, on parle plutôt de l'intelligence artificielle, des routes commerciales, des énergies renouvelables, tout ça. Donc si on positionne, alors on en parlait dans le forum méditerranéen de l'intelligence artificielle, par exemple en Tunisie, on a bien sûr le soleil, donc l'énergie renouvelable sur laquelle on peut miser. Il y a les ingénieurs dont vous avez parlé, la formation et donc la possibilité de travailler sur des data centers, tout ça. Donc c'est des possibilités, des stratégies. Alors pour vous, les dynamiques qui vous paraissent les plus urgentes, les plus prioritaires
ou déterminante pour les futurs d'un pays comme la Tunisie? Ce serait quoi? Alors, je pense qu'une des grandes clés du développement d'un pays comme la Tunisie, c'est de reconnaître que la véritable mine d'or, c'est la formation des jeunes générations. Il y a là une jeunesse dynamique, une jeunesse qui veut entreprendre, une jeunesse qui a du talent, une jeunesse qui est bien formée et qui a la possibilité de changer la donne avec les nouveaux outils du numérique et avec les nouvelles technologies. Ils sont plus accessibles que d'autres outils d'antan. Bien sûr, et qui sont en plus en phase avec le monde, parce que ce qui a changé, il y a 30 ans ou 40 ans, chaque région vivait à l'heure de sa région. Ouais. Aujourd'hui, nous vivons tous à l'heure du monde. Nous sommes en relation et il n'y a pas de décalage sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'expertise, de la compétence entre le Maghreb, la Tunisie et la Silicon Valley. Il y a le même horizon. Et donc, nous devons être capables de prendre en compte cette vitalité, ce talent, cette jeunesse. L'Europe vieillit. Et donc, il faut s'appuyer aussi sur ces talents et constater à quel point nos économies peuvent être complémentaires. Nos entreprises peuvent être complémentaires. Il y a donc une chaîne de valeur à créer. Il y a une chaîne de solidarité à imaginer avec les qualités particulières qui sont liées à l'économie tunisienne. Donc, vous évoquez dans le domaine de la transition énergétique tout ce qui touche au solaire. C'est vrai que c'est un talent. Alors, encore faut-il avoir les interconnexions Exactement. Qui permettent d'utiliser ces énergies. Encore faut-il utiliser les complémentarités avec les pays voisins, ce que l'Algérie peut apporter, ce que le Maroc peut apporter. Donc, c'est là où nous devons être capables d'effacer les barrières, de limiter les obstacles, et c'est dire à quel point la dimension géopolitique est importante. Dans le combat mondial, il y a une priorité qui sera donnée aux régions qui sont capables de créer leur unité, de s'organiser, de travailler ensemble. Prenons l'Asie du Sud-Est, qui est la première région en croissance du monde. Eh bien, c'est largement dû à la capacité à l'ensemble des États de cette région à dialoguer, à avancer, à travailler ensemble, chacun se spécialisant selon ses qualités sur tel ou tel secteur. Donc, il y a une dynamique globale qu'il faut développer, et je pense que, alors que l'Europe est prise entre les États-Unis et la Chine dans une logique de confrontation, l'avenir de l'Europe, c'est de comprendre comment le Sud global doit être son grand partenaire. Et dans le Sud global, notre premier partenaire, c'est bien évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée, le Maghreb. Ouais. Donc il y a une révision géopolitique. Je vois en Europe tous les jours l'inquiétude qui naît devant l'évolution de l'attitude américaine. La nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis a effaré les Européens, qui constatent que pour les Américains aujourd'hui, pour l'administration Trump, eh bien, l'Europe est une menace. Nous vivions encore avec l'idée que nous étions des alliés privilégiés des Américains. Eh bien, sachons nous tourner vers ceux avec lesquels nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par la culture et par le cœur. Et je pense que le Maghreb doit être la région prioritaire de l'effort français et européen pour les prochaines années. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci. Dominique de Villepin. Infiniment. Je finis avec un mot. Un monde humaniste, non pas une France humaniste, ce serait quoi, un monde humaniste? Un monde humaniste, c'est un monde qui sait privilégier le dialogue, l'ouverture à l'autre, la reconnaissance de l'autre, et privilégier le souci de notre humanité commune, alors que tout tend vers la déshumanisation, tout tend à nous techniciser, oui. Y compris les portables qui envahissent notre quotidien. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli.